Demain, tout est possible. Tout est possible. Eh bien, les meilleurs grimpeurs sont sortis. Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans Bordure, le podcast vélo du Dauphiné Libéré. Je suis Valentin Jacquemet et pour ce nouvel épisode, l'une des personnalités les plus influentes du peloton nous accueille. Pour la décrire, il faudrait une introduction de 10 minutes pour détailler les 1000 casquettes qu'elle se plaît à enfiler. La suivre pendant une journée, ce serait d'abord la retrouver comme l'une des voix du cyclisme sur France Télévisions, où elle est devenue consultante après avoir épousé une carrière de coureuse avec notamment un titre de championne de France en 2012 à seulement 21 ans. À la volée, elle peut aussi se muer en organisatrice d'épreuves, et notamment le Tour de la Provence et le Tour de Savoie-Mont-Blanc, qu'elle dirige depuis 2019. Et désormais, du 24 au 31 juillet prochain, elle prendra place dans une voiture rouge mythique en tête du peloton avec une nouvelle casquette, directrice du Tour de France Femmes avec Zwift. Changer de rôle juste en enfilant une veste, c'est la prouesse que mon invité se plaît à réaliser au quotidien. Au milieu de son agenda surchargé, elle s'installe à notre micro. Alors sans plus tarder, Bordure avec Marion Rousse, top, départ réel donné. Salut Marion. Salut, bonjour à tous. On n'a pas dit trop de bêtises dans non, l'introduction. j'ai même été flattée. J'ai bien fait de venir. Je vais venir plus souvent même. Non, c'est chouette. Et c'est vrai que quand tu le dis, je réalise que j'ai beaucoup de taf en fait. C'est quoi le secret de Marion Rousse pour réussir justement à comme ça enchaîner l'émission, à être de partout avec un investissement total? Il n'y a pas de secret, je sais pas. Je pense que c'est la passion. Si tu n'as pas la passion, tout de suite, tu commences à compter tes heures au boulot, que là, en fait, je ne les compte pas. Par exemple, actuellement, il y a le Giro qui passe à la télé. Je ne le commente pas et pourtant, je suis toutes les après-midi à le suivre. Et du coup, je me fais mes propres commentaires. Donc, c'est un peu comme si j'étais au boulot. Et ça a commencé toute jeune, dès l'âge de 6 ans où j'ai commencé le vélo. J'ai toujours été passionnée et habitée, je pense, par ce sport. Donc finalement, comme ça reste toujours dans mon domaine de prédilection, j'ai jamais l'impression vraiment d'aller au boulot. Ouais. Donc c'est une chance, j'ai même de la chance de faire plusieurs métiers. Tu l'évoquais, cette passion, c'était pas dès le lando, mais presque, quoi. Tu as grandi dans une famille de cyclistes, un papa qui a couru pendant des années, des cousins professionnels aussi. Dans le lando, c'est quand même le mot juste, parce que je me souviens, mes parents m'ont montré des photos où je suis dans la poussette sur le bord de la route pendant que mon père faisait des compètes. Alors, il était en première caté, il n'était pas pro, mais ouais, depuis toute jeune, je pense que finalement, dans mon ADN, il doit y avoir un peu un petit vélo. Et je pense que j'étais une enfant un peu hyperactive où j'avais besoin de me dépenser. Ma mère, elle me raconte souvent ce qui l'impressionnait, c'est que j'avais 3-4 ans et elle me voyait courir autour de la table. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et je lui avais répondu, je fais mon entraînement. Comme si c'était genre normal, alors que je connaissais même pas la notion d'entraînement. Et après, c'était même devenu trop facile, parce que du coup, je progressais. Donc, je mettais des chaises pour passer au-dessus, en dessous, faire un parcours du combattant. C'était encore trop facile. Du coup, je prenais un sac à dos, je le remplissais de livres pour que ce soit bien lourd. Ouais. Voilà, j'avais vraiment ce besoin de faire du sport et ça, c'est depuis toujours. T'as une grande sœur uniquement, c'est ça? J'ai une grande sœur, donc elle a 6 ans de plus que moi et on est l'opposé. Flavie, elle a toujours aimé jouer à la poupée, quelqu'un qui parlait beaucoup. Okay. Voilà, t'étais plus réservée, toi, Moi, j'étais beaucoup plus réservée et surtout, c'est pas très glamour de dire ça, surtout quand t'as une image de télé qui colle derrière toi, mais... Ma mère, elle me dit, de toute façon, toi, j'essayais de t'emmener pour aller t'acheter des tutus, des belles robes. Elle dit, tu partais en courant, t'allais mettre des bottes en caoutchouc, puis t'étais dehors, t'étais toujours sale. T'allais voir les animaux et c'était vraiment ce qui me caractérisait. Donc, les tutus, j'ai jamais connu et ça m'a jamais plu. Tu l'évoquais, l'image que tu renvoies, mais c'était dur de se décoller l'image de la jeune fille qui était ambassadrice sur un podium et la notoriété qui allait avec, qui était au début peut-être un peu trop accolée à un physique. En fait, j'ai laissé personne l'opportunité de me coller cette étiquette parce que je voulais tellement pas qu'on me dise tiens, on a mis une petite blonde à la télé parce que ça fait bien, que c'est tendance et puis qu'est-ce qu'elle va nous raconter, quoi. Ah là, j'ai toujours mis un point d'honneur à chaque fois que j'acceptais une mission ou un poste de savoir que j'avais ma place, en fait, que j'étais capable de le faire. Et donc, très rapidement, j'ai été contente de voir que les gens ont vu tout de suite que, oui, quand même, je savais parler de vélo. Je me suis fait assez chier sur un vélo et assez mal aux jambes, quand même, pour savoir en parler autant qu'un garçon. Donc,
c'était quand même ma priorité, et ce depuis toute petite, de me fondre dans un milieu d'hommes, c'est vrai, parce que j'étais souvent la seule femme. Ouais. Mais justement, d'être presque comme tout le monde pour pas faire de vagues et d'avoir ce que j'avais, mais au courage. Quand tu fais de la compétition quand t'es jeune, j'ai lu cette anecdote comme quoi tu battais les garçons jusqu'à tes 12-13 ans et que Ouais. les parents des garçons n'étaient pas forcément ravis de les voir se faire battre par une fille. Ah ouais, ça je l'ai connu assez souvent. Alors, ce qui était marrant à voir, c'est que souvent les cyclistes eux-mêmes étaient pas tristes ou déçus parce que du coup, en fait, j'arrivais toujours à avoir une bonne bande de potes, Ok. à vouloir vraiment gagner à la pédale et au mérite. Et du coup, ils étaient moins tristes que les parents. Il n'y en a jamais un qui a fait une crise de nerfs à l'arrivée parce qu'il s'est fait battre par une fille, Ouais. mais moi, c'était presque devenu, bah oui, c'est Marion, voilà, c'est normal. C'est Par la contre, tradition du dimanche, elle est devant ouais, moi. non, mais je gagnais pas tout, hein, mais ouais, j'avais le niveau des garçons et les parents, parfois, ils avaient un peu plus d'ego que leurs petits, et bon, des fois, j'en ai même vu se faire engueuler, donc ça, c'était moins cool. Mais je me souviens, ça m'avait marqué parce que dès 6 ans, en fait, j'avais pas envie d'être mis dans une case ou être genrée ou être une Ouais. fille ou un garçon. Je me souviens, on voulait toujours me mettre en première ligne ou partir avec de l'avance, mais moi, je voulais pas. Je voulais faire comme tout le monde, et je pense que c'est ce qui m'a forgé un peu mon parcours aujourd'hui et qui m'a donné cette force de caractère. Est-ce qu'elle est vraie, cette histoire comme quoi tu t'es inscrite en cachette Ouais. au club Ah, de mais fourmis? vrai 100%, hein, véridique. Tes parents voulaient pas forcément que... Bah non, mais moi j'en avais marre au bout d'un moment d'aller voir des courses et puis de pas en faire. Donc je me souviens, je me suis posée à table et puis j'ai dit mais papa, maman, j'ai envie de faire du vélo en compétition. Je vais aller me chercher une licence. Et mon père qui pratiquait le vélo s'est dit mais tu rigoles ou quoi? C'est un sport tellement dur, t'es trop jeune, en plus t'es une petite fille. Non, il est hors de question. Ok. Avec la complicité de ma mère, on y a été toutes les deux en cachette. Et en fait, quand il est rentré du boulot, je lui ai sorti ma petite carte de licencié. Puis j'ai dit, voilà, c'est bon, je suis C'est fait. inscrite. Bon, là, il a été mis sur le fait accompli. Donc, il m'a dit, bon, ok, mais je te préviens, ça sera pas des compétitions tous les dimanches. Puis finalement, le dimanche d'après, c'était parti. Puis il m'a suivi tout le long de ma carrière. Il y a une autre histoire comme quoi il y a une autre inscription en cachette au lycée en Belgique pour pouvoir avoir des horaires J'en ai fait des conneries quand même, hein, quand tu vois. Mais c'est vrai que mes parents, à chaque fois, quand on en reparle maintenant, devant le fait accompli, quoi. autour d'une table, ils nous disent mais ça vient d'où ton caractère? Parce que mes parents, je viens du Nord, enfin, voilà, une famille ouvrière, qu'on fait pas de bruit, et voilà, on est bien dans ce qu'on a, on va pas chercher les risques. Et moi, j'ai souvent été, quand on me proposait quelque chose, cette curiosité et puis cette envie de foncer. Et à chaque fois, je les ai effrayés, en fait, dans tout ce que j'ai fait. Au début, quand j'ai voulu faire du vélo. Après, c'est vrai, alors que j'étais en dernière année de bac scientifique, que j'allais avoir mon bac du jour au lendemain, j'ai dit « Non, mais moi, j'en ai marre, là. J'arrive pas à faire du vélo comme je veux. J'ai vu une école là-bas, elle me plaît, j'y vais. » Donc, pareil, je leur ai dit, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» En plus, en Belgique, il faut faire les 2 mêmes années dans le lycée. Donc, c'est comme si j'avais dû redoubler ma terminale pour avoir l'examen. Bon, je l'ai eu au final, puis j'étais contente, je pouvais faire du vélo. Et après, j'ai arrêté ma carrière de vélo pour aller dans le monde des médias. Pareil, là, mes parents, ils m'ont regardé avec des grands yeux en disant « Mon Dieu, la télé, ils vont te manger. Qu'est-ce que tu fais encore? T'es pas contente avec ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et puis, bon, là, avec le poste de directrice de course. Mais quand même, la dernière fois, ils m'ont dit « Bon... on est quand même obligé de reconnaître que tu as bien fait d'aller dans tous ces choix. Tu nous as fait peur, mais voilà, ils sont fiers quand même à l'heure d'aujourd'hui que j'ai suivi mon instinct. Le premier chapitre de l'histoire, il y a vraiment cette carrière de cycliste... Est-ce qu'on peut dire professionnel? Parce qu'on a l'impression... C'était il n'y a pas si longtemps, et pourtant, quand on voit l'évolution du cyclisme féminin, on a l'impression que c'était il y a des lustres. En bas de professionnel, j'avais que le mot pour faire joli. Hein. Parce qu'à côté de ça, et encore, j'étais une chanceuse, je me plains un peu d'aise, parce qu'à l'époque, il n'y avait que c'était une convention d'insertion professionnelle, une CIP, que l'équipe de France délivrait à certaines sportives de haut niveau, et moi, j'en bénéficiais, donc j'étais...
J'allais bosser à mi-temps, c'était à la mairie d'Étampes à cette époque-là. Et j'étais payée un plein temps. Je gagnais le SMIC, donc pas grand-chose, mais ça me permettait d'aller m'entraîner. Mais le soir, quand tu rentrais du boulot, et à cette époque, il y avait 2, 3, 4, 5 filles, peut-être, qui étaient rémunérées pour en faire. Donc autant dire que les victoires, c'était tout le temps pour les mêmes. Donc du coup, il n'y avait pas d'intérêt non plus à mettre du cyclisme féminin à la télé, parce que c'est vrai que c'était toujours les mêmes filles qui gagnaient, donc il y avait un réel problème. Et heureusement, depuis, ça a évolué. Et, j'ai pas de regrets. J'ai vécu, c'est vrai, un cyclisme qui n'a plus rien à voir à l'heure d'aujourd'hui. Je me suis changée moi aussi au cul de la voiture. Et ça a dû m'endurcir, je pense. S'il y avait un souvenir de cette carrière à retenir, ce serait lequel? Il y en a beaucoup, parce que c'est quand même ce qui a marqué ma vie. Et puis, ça a marqué mon enfance, mon adolescence, quand tu deviens une femme aussi. Donc, ça te marque quand même pour tout le restant de ta vie. J'ai des bons et des moins bons souvenirs. Et celui quand même qui m'a le plus marqué, c'était une Coupe du Monde qui se déroulait en Chine. Déjà, tu vas en Chine, il y a un bout. Et il y a une chute massive, mais un truc de fou. On était au moins 60 filles à terre. Moi, je suis bien touchée. Je me retrouve dans une ambulance chinoise. Wow. Donc la course, elle continue. Donc il n'y a pas de DS avec toi, on n'avait pas de médecin. Je me retrouve toute seule dans l'ambulance. Ils m'emmènent dans un hôpital. Mais je me suis dit, mais là, je vais crever. Autant te dire qu'ils parlaient pas anglais, encore moins français. J'étais toute seule au milieu des Chinois. Ils n'avaient jamais vu d'Européenne ou de blonde aux yeux bleus. Donc, tous les patients venaient me voir, en fait. Et où me touchaient mes cheveux. Touchaient mes cheveux, prenaient mon casque, l'essayaient. Enfin, c'était un souvenir surréaliste. Alors, j'étais bien plumée, j'avais rien de cassé. J'ai passé des IRM, des radios là-bas, mais c'était d'un temps... c'était pas la même époque, quoi. Je me suis dit, mais je vais choper un truc, c'est pas possible. Et puis, j'ai galéré quelques jours, j'avais rien de cassé, mais je m'étais bien fait mal. Et quelques années après, ça reste quand même un truc particulier que j'ai vécu. Le micro, il y a un déclic ou pas? L'histoire commence un peu par hasard sur Eurosport. T'es invité en plateau pour commenter une course et ça se passe plutôt bien. Guillaume Di Grazia te dit viens pour la Vuelta, c'est ça? Ouais, ça s'est passé exactement comme ça. Déjà, moi, j'ai toujours été un peu réservée, timide, parce que pour bien quand même situer, moi qui faisais des compètes depuis l'âge de 6 ans, j'adorais aller courir, je gagnais, j'avais des récompenses. Et la plus dure épreuve pour moi, c'était d'attendre le soir qu'ils t'appellent devant tout le monde pour aller chercher ta coupe. Ouais. Et ça, je détestais, mais j'étais en stress et tout. Des fois, je voulais qu'avec mes parents, on parte avant, mais eux, ils étaient contents. Ils disaient, non, tu vas aller chercher tes fleurs et ta coupe. Quand même, voilà, ils étaient super fiers. Et je détestais ce moment où, en fait, tout le monde te regarde, tu montes sur scène, tu vas chercher ta coupe. Donc, autant te dire que quand Guillaume Di Grazia m'a appelée et m'a dit, parce que j'étais championne de France, il m'a dit, tiens, c'était pour le Tour des Flandres, on a les rois de la pédale, en plus je suivais, une émission cool. Viens, allez, tu seras notre invité. Mais au début, j'ai dit non. C'est vrai? Ah, mais ouais, au début, j'ai dit non. J'ai dit, non, j'aime bien regarder les autres, mais j'ai pas envie de parler, les gens, ils vont me regarder et tout. Hyper mal à l'aise. Et puis, j'ai quand même ce tempérament fonceuse et curieuse. Du coup, au bout d'un moment, j'ai dit, mais quand même, tu vois, c'est un truc que tu vas découvrir, c'est chouette. Mais je pensais vraiment le faire une fois, puis arrêter, en fait. Mais juste voir un peu l'envers du décor. Donc, tu dis, allez, vas-y, t'y vas, et puis tu verras bien. Donc, j'y suis allée. En plus, la bande était super cool. Bien accueillie, on a bien rigolé. Donc, ils m'ont mis à l'aise. Bon, je pense que mes premières prises de parole, si je les regarde aujourd'hui, ce serait une catastrophe. Mais voilà, j'ai aimé parler de la course parce que ça m'a semblé naturel, tout en étant hyper stressée. Je pense que j'avais le cœur à 180 quand je parlais, donc ça devait s'entendre. Et donc l'émission se passe et tout. Je retrouve Guillaume Di Grazia sur le Tour de France. Et moi, j'étais venue pour voir la course et on se voit au village départ. Et il me dit tiens, tu tombes bien. J'ai un truc complètement fou à te proposer. Mais écoute, j'ai vu que tu étais plutôt bien en plateau. Tu sais parler aussi bien qu'un mec de vélo. Il y a la Vuelta qui commence dans quelques semaines. On vient de recruter David Moncoutier. Et j'aimerais que tu commentes avec nous. Et alors, quand il m'a dit ça, j'ai dit, il se fout de ma gueule. J'ai dit, mais faire les 3 semaines en tant que consultante, ouais, mais viens. Et là, pareil, des semaines où je crois il y a quelques nuits où j'ai pas dormi du tout en disant, mais qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Parce que là, c'est aussi un autre métier. Quand t'es invité,
c'est pas comme si tu as le droit à l'erreur, mais tu es invité en qualité de sportif. Mais là, quand tu es consultant, tu dois assurer derrière le micro. Et puis bon, au final, j'y suis allée. Et puis à force d'en faire, tu t'améliores. Et surtout, en fait, j'aimais ça. Pour moi, c'était pas un métier. Tu commandes du vélo, donc c'est ce que je fais. Ce que tu fais sur ton canapé, C'est ce que je fais sur mon canapé. Et en fait, l'ambiance était tellement bonne dans l'équipe que c'était cool. À chaque fois, j'avais pas l'impression d'aller au boulot. Puis je me suis pris au jeu. Tu progresses, comme le vélo, en fait. Et puis c'était parti. Ça a précipité un peu la fin de ta carrière de cycliste? Clairement, parce que en fait, j'arrivais plus à faire les deux. Les trois même. Je faisais du vélo, j'avais toujours la mairie d'Étampes. Hein. On l'oublie pas. On l'oublie pas, mais bon, il fallait quand même que j'aille gagner mon argent. Ouais. Et puis ce métier de consultant qui prenait de plus en plus de place, parce que c'est vrai qu'Eurosport a tellement une offre cycliste que il faut des consultants. Donc il m'appelait de plus en plus souvent et moi j'étais un peu embêtée parce que j'allais m'entraîner, mais du coup derrière t'avais pas la récup suffisante, je marchais moins aussi aux courses. À côté de ça, j'avais le boulot, enfin je m'en sortais plus et j'avais plus de vie en fait. Et au bout d'un moment, je m'épanouissais tellement avec cette bande et puis je gagnais aussi mieux ma vie, il faut le dire, que j'ai dit bon, qu'est-ce que je fais ? J'ai la possibilité de rester dans le milieu que j'aime plus que tout, je m'éclate. Ok, 24 ans, ça fait jeune pour arrêter ta carrière, mais quand tu as commencé à l'âge de 6 ans, t'as quand même déjà tout vu. Et puis le cyclisme féminin était dans une époque où, même quand je faisais des Coupes du Monde, mes parents, ils n'avaient pas mes résultats parce que ça passait pas à la télé, évidemment, mais il n'y avait même pas les résultats sur les sites internet. Donc il fallait qu'ils attendent le soir que je les appelle pour raconter ma course. Donc je voyais pas le cyclisme féminin progresser et puis j'ai galéré clairement. Donc j'ai pris la décision d'arrêter et puis avec le présent qu'on connaît maintenant, quoi. Comment tu as appréhendé la notoriété ? Parce que tu l'expliquais tout à l'heure, Mal. T'as grandi dans une famille ouvrière, loin de ce milieu un peu parisien, médiatique, etc. Comment... Ils ont dû rigoler un peu, hein, mes collègues d'Eurosport, quand ils m'ont vu arriver, parce qu'en fait, moi, je découvrais tout, j'avais les yeux grands ouverts, ça les faisait rire, mais ils avaient toujours ce côté bienveillant, donc... ce côté notoriété, en fait, ça m'a vachement protégée Eurosport parce que tu parles à des gens qui sont connaisseurs. Qui sont bienveillants aussi. Qui sont bienveillants et t'es pas exposé tout de suite non plus au grand public et tu fais aussi moins d'audience. Donc, c'était la meilleure école que je pouvais avoir parce qu'en fait, même si tu faisais des conneries, c'était un peu des conneries entre nous. Et du coup, j'ai pu progresser. Guillaume est un super maître d'école. D'ailleurs, il donnait des cours pas loin. Et en fait, des fois, après les plateaux, il me donnait des petits conseils, mais toujours bienveillants, qui me frustraient pas ou qui me faisaient perdre mes moyens. Mais il me disait toujours, c'est bien ce que tu fais, essaye de faire comme si, vas-y. Voilà, vraiment me mettre de la confiance. Et au plus t'en fais, et puis t'apprends côté de Jackie Durand et tout. Donc, tu les regardes faire et t'apprends comme ça, en fait. Et du coup, le côté notoriété n'est pas venu tout de suite. Donc, je pense que c'est aussi ce qui m'a aidé beaucoup. La chose qui marque souvent les téléspectateurs, c'est ta capacité à reconnaître les coureurs. C'était le cas très très rapidement. C'est quoi la méthode de travail Marion Rousse ? C'est des heures à regarder des courses. Alors vous commencez à l'âge de 6 ans à peu près. Non, mais alors il y en a beaucoup qui m'ont dit... Est-ce qu'il y a toujours Guillaume m'avait parlé d'un carnet à spirale où tu notais tout. Je l'ai toujours. Alors c'est pas que je note tout, mais c'est que... souvent c'est vrai, même Jaja il me regarde comme ça, mais j'ai vu que maintenant il faisait un peu pareil. Mais il y a une méthode à copier du coup. Non, mais c'est pas ça. Mais en fait, dans les courses, si tu veux tout le temps savoir où t'en es, mais si tu prends que le livre de route qu'il te donne, mais t'es paumé. Donc moi je l'écris avec mes notes à moi. J'aime bien mettre le nombre de kilomètres entre les deux côtes, les deux difficultés, le prochain sprint intermédiaire. Donc je suis vraiment en termes de kilométrage et comme ça en fait je me paume jamais. Et je trouve que c'est super important d'avoir toujours un point de repère à dire attention là on est parti, on a dérivé, mais dans 5 bornes les cocos là il y a un truc qui arrive, attention. Et c'est vrai que j'avais pris cette méthode sur Eurosport et ça me suit toujours sur France TV. T'évoquais Jaja, Laurent Jalabert. Ça s'est fait presque naturellement finalement, cette mutation sur France Télé. Elle allait de fait, quoi. Moi, j'y croyais pas trop parce que je suis quelqu'un qui a du mal à me projeter. Si tu me demandes dans 10 ans où je serai, je suis incapable de te dire où je serai.
Et donc c'était pareil, à Eurosport j'étais bien, donc en fait j'ai jamais cherché à partir ou à avoir toujours plus, je suis pas dans cette optique-là, mais c'est Guillaume tout le temps d'Irasia qui me disait tu verras, tu finiras à France Télé, mais non, je disais n'importe quoi, pourquoi ils voudraient de moi, ils s'en foutent et tout. Et c'est vrai que Fabrice Collin un jour, donc directeur en chef de la rédaction, m'a appelé. Et là, ils m'ont proposé de venir commenter le Tour de France pour France Télé. Alors moi, en panique complète, j'ai dit mon Dieu, quitter Eurosport, j'ai pas envie, les copains. Le petit confort aussi, aussi de nouveau sortir sa zone de confort. Bah ouais, carrément, ça faisait beaucoup à chaque fois. À chaque fois que tu bouges, forcément que c'est des habitudes qui se perdent. Et j'ai réfléchi, j'ai pas dormi des nuits encore, comme d'hab. Je me suis dit, putain. Et quand c'est comme ça, en fait, ce qui me sauve beaucoup, c'est que je repense à la petite fille que j'étais. Et quand j'étais petite fille, je regardais sur France Télé, Vélo Club, Gérard Holmes, et je me dis, mais quand même, Marion, tu peux pas refuser. On te propose de commenter le Tour de France sur France Télé devant des millions de gens. Ce que toi, les personnes qui t'ont fait rêver, tu vas bosser avec eux. Enfin, tu vois, je me disais, en fait, tu vas... Il y a des enfants comme toi qui regardaient la télé, qui vont regarder, et puis qui vont passer leurs vacances avec toi. Enfin... Je me disais, mais de toute façon, tu peux pas refuser. C'est comme si c'était une obligation, mais c'est un truc que tu peux pas refuser. Donc, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est qu'Alexandre Pasteur est parti en même temps que moi. Donc, t'avais des repères. J'avais un ami qui venait avec moi et une part d'Eurosport qui venait à France Télé. Et puis à France Télé, je connaissais personne. Donc, t'avais peur. Tu te dis, comment c'est grand, est-ce qu'ils vont être bienveillants, est-ce que... Tu vois, j'étais pas du tout dans l'optique de vouloir tirer la couverture sur moi ou devoir faire des choses pour parler plus. Enfin, moi, ça m'intéresse pas du tout, en fait, de faire 5 minutes d'antenne en plus. C'est pas du tout mon truc. Et du coup, j'avais peur que ce soit un peu cette mentalité-là. Et au final, non, ils étaient super sympas. Et Alex, on s'est beaucoup aidés mutuellement parce que t'arrives un peu en terre inconnue. Et avec Jaja, tu peux que bien t'entendre parce que il n'y a jamais de problème avec Jaja. Il est content, il fait sa vie. et puis voilà, c'est vrai que le trio a marché tout de suite et encore mieux maintenant parce qu'on a appris à se connaître. Mais ce qui fait aussi notre force, c'est qu'on se déplace beaucoup sur les événements et que oui, on se parle en cabine, mais tout le restant de la semaine, en fait, les trajets en voiture, on les fait ensemble. On a une vraie vie quand on est sur les événements ensemble. Et du coup, cette complicité, elle est vraie, elle est réelle. Ce que vous entendez en studio ou sur nos commentaires, c'est vraiment comment on se parle le soir à table. Donc voilà, France Télé, ça a été aussi un tournant dans ma carrière. Finalement, comme quand tu changes d'équipe dans le vélo. On découvre quelqu'un qui doute quand même beaucoup. Est-ce que tu étais collé aux réseaux sociaux à taper ton nom pour voir les retours? Est-ce que tu lisais beaucoup ça? Ah non, mais je tapais jamais mon nom parce que j'avais peur de savoir ce qu'on pensait de moi. Donc non. Encore aujourd'hui, t'as peur de ce qu'on peut dire? Non, alors maintenant plus du tout parce que déjà j'ai la chance que les gens sont hyper bienveillants avec moi. Donc c'est en fait grâce à eux que j'ai pris confiance en moi parce que c'est eux qui m'ont vraiment donné confiance parce que c'est en lisant ce qu'ils pensaient de moi quand je croisais des gens dans la rue et qu'on venait me voir en me disant c'est chouette, franchement tu t'y connais vraiment, on adore ta façon de commenter et du coup ça m'a même surpris parce que je pensais pas que j'étais capable de faire ça et du coup ça m'a donné vachement confiance en moi. Donc j'ai pas changé de personnalité loin de là, mais quand même je suis plus confiante aux commentaires quand je prends la parole. Et j'ai moins peur de me tromper parce que des fois tu te plantes, c'est normal sur 3 semaines de course, surtout depuis qu'on fait les étapes en intégralité. Oui. Des fois tu dis des conneries parce que même toi qui es devant la télé, des fois tu dis un tel il attaque, puis après tu vois le dessert, tu dis non en fait je me suis gourée, donc forcément que je vais me planter, mais je le prends plus avec le sourire maintenant et me dire je me suis plantée, c'est comme ça sera mieux demain. Mais moi j'ai mis un certain temps à être détendue à l'antenne. Est-ce que tu te souviens un peu du premier tour où on avait l'impression de découvrir une Marion Magnin un peu sur le bord de la route, les pancartes c'était fou. C'était assez dingue quand même. Ouais, c'était fou. Des fois, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Je disais, mais... Et c'est là où tu comprends que la caisse de résonance sur France TV, la caisse de résonance du Tour,
elle est inégalable. Ça a rien à voir. Et là, j'ai été même touchée parce que j'ai pas fait le Tour de France l'année dernière parce que je venais d'accoucher. Et j'étais super émue et contente de voir des panneaux Bienvenue Nino. Julien, il me disait sur le bord des routes, tout le monde me disait Allez Nino, pense à Marion. Et je trouvais ça super cool parce que c'est comme si on était vraiment dans leur famille. Ouais. Et ça m'a touchée. Ouais, vraiment, c'était un Tour de France particulier pour moi parce que j'ai pu aller sur le bord des routes et le vivre différemment. Mais ouais, en fait, je suis proche des gens et j'ai le contact facile aussi. Oui. Donc déjà, j'aime bien ça, aller parler aux gens. Et puis, je leur dois beaucoup au final parce que même dans ma vie tout court, parce que ça m'a fait devenir un peu quelqu'un qui a plus de confiance en soi et du coup qui prend plus les choses en main. Et comment tu parviens à gérer la frontière très poreuse entre la vie privée et la vie publique, avec aujourd'hui votre fils, avec Julien, préserver tout ça. Quand vous êtes sur une course tous les trois, il y a les sollicitations, mais vous avez aussi envie de vous retrouver en famille. Enfin, on est très protecteur envers Nino. Hein. Il nous accompagne sur quelques courses, mais on n'est pas du genre à l'emmener partout avec nous parce que déjà, c'est un bébé et je pense qu'il est mieux à la maison avec papy et mamie que de se taper des heures et des heures de voiture. Donc, quand on peut, on le prend avec nous et ça nous fait plus plaisir à nous qu'à Nino parce qu'il était petit jusqu'à maintenant. Mais c'est clair que je suis super fière quand même quand il est venu me voir à la Flèche Wallonne, que je l'ai mis en cabine avec moi, que je lui montre un peu le métier de maman. C'était un sentiment particulier, même indescriptible. Et pour être honnête, ça m'a même un peu perturbée pendant mes commentaires parce que du coup, j'étais un peu fébrile, tu vois, de voir mon fils là sur la ligne d'arrivée et de dire, c'est un truc de fou. Il y a son papa qui court la course, il y a sa maman qui commente, il y a Nino qui est là. Enfin, c'était vraiment particulier pour moi mais je l'emmène pas partout parce que j'ai pas envie de lui voler un peu sa vie de bébé. J'ai pas envie non plus de l'effrayer avec tout le monde autour de lui parce que oui, parce que pour les gens, c'est une personne qui te demande une photo à un moment, mais en fait, ça fait vite un attroupement et ça prend vite 10, 15, 20 minutes. Je veux pas l'effrayer et c'est vrai que du coup, les gens, ils ont aussi l'impression de connaître Nino alors que c'est un bébé. Donc j'ai été voir Julien aussi à la classique Drôme Ardèche avec Nino, mais voilà, on prend quelques précautions avant, en fait, pour faciliter la vie de Nino et pour qu'il soit dans les bonnes conditions. Donc, sur le tour, le pauvre, je vais pas le faire venir avec moi pendant 3 semaines parce que les trajets en voiture, nous, on est déjà morts à la fin des 3 semaines, donc ça serait même égoïste de ma part de le faire venir juste pour le voir 3 heures parce que la journée, je commente. Par contre, les journées de repos, il sera là. Et commenter son compagnon, c'est... C'est normal, en fait. Je sais pas. Pour moi, c'est pas un problème, c'est pas difficile. J'ai toujours eu du recul sur tout, en fait, sur ma vie, sur tous les sujets. Et du coup, j'arrive à avoir ce recul dans ma vie pro. Et je pense que le jour où tu as plus ce recul, justement, il sera peut-être temps de changer de métier parce que c'est clairement pas compatible. C'est quelque chose que tu t'imposes, quoi. J'ai pas le choix, en fait. Les gens, à France Télévisions, quand tu parles à des millions de téléspectateurs, tu dois d'être bonne dans ce que tu fais parce que les gens, ils doivent être contents de ce que tu fais. Tu dois bien leur expliquer. Tu dois faire ton taf à 100%. Si tu commences à dire moi ça fait chier, j'aimerais bien que ce soit lui qui gagne et pas lui, ou que tu sois dégoûté dans des commentaires, mais c'est terrible. Les gens, ils s'en foutent avec qui tu partages ta vie, c'est pas leur problème. Eux, ils regardent la télé, c'est pas pour savoir ce que je pense de Julien, si je suis stressée ou pas. Donc ça, c'est mon côté un peu perfectionniste, mais non, je me dois d'être bonne. Et puis, en plus, j'ai fait du vélo, donc ça m'aide beaucoup. Si Julien, il gagne pas des courses, je sais que c'est pas facile du vélo, hein, surtout. Il y a plus de moments durs que de moments de joie. C'est ça. Dans une carrière pro, il y a plus de mauvais moments que de bons moments. Donc, j'en ai assez chié sur un vélo pour savoir qu'il gagnera pas toutes les courses. Et puis, je suis pas triste pour lui, c'est comme ça. Et puis nous, en tant que commentateur, on est super content quand on voit du spectacle, quand on voit une belle course. Et puis on est content, peu importe celui qui gagne. Il y a une autre rencontre qui
C'est mon humble avis, mais qui a peut-être marqué un peu ton parcours, c'est celle avec Pierre-Maurice Courtade. Ouais, c'est vrai Qui t'a apporté cette casquette de l'organisation finalement. Ouais. Et d'ailleurs, quand il est venu me proposer de reprendre l'épreuve avec lui, il m'a dit directement, écoute, si tu viens travailler avec moi, je ne te veux pas en tant qu'ambassadrice. J'ai pas envie que tu sois là juste pour faire des sourires et puis parce que les gens ils sont contents de te voir. Et par contre, j'ai envie que tu travailles vraiment avec moi de A à Z, que tu sois mon associé, que voilà, je te montre vraiment de A à Z ce que c'est organiser une course de vélo. Et en fait, c'est pour ça que j'y suis allée. Parce que j'ai dit, mais j'aime ce discours. Quoi. Ah ouais, non, mais moi, je déteste être juste là pour servir à rien, parce qu'en fait, j'ai autre chose à faire. Oui. Enfin, je préfère du coup, encore plus maintenant, passer du temps avec mon petit, si c'est pour servir à rien. Enfin, je suis beaucoup plus utile à la maison, à profiter de mon fils, que d'aller sourire et puis d'être juste là pour rien faire. Donc, le discours m'a beaucoup plu. Et j'étais loin de m'imaginer comment c'était dur d'organiser et la galère que c'était d'organiser une course de vélo. Ouais. Mais du coup, en fait, ça m'a vraiment aidée aussi dans mon métier de commentatrice, parce que quand tu commentes, tu as aussi tendance à te dire, mais c'est pas vrai, pourquoi ils nous ont fait arriver là ? Enfin, je connais la ville, là, il y a une arrivée, c'est beaucoup mieux. Un à une borne et demie. Ouais, des trucs comme ça, en fait. Mais tu te dis, en fait, ils ont pas le choix, des fois. Enfin, c'est tellement compliqué d'organiser une course de vélo que... nous, notre terrain d'expression, c'est la route, c'est pas un stade de foot. Donc, en fait, la route, elle nous appartient pas. Et quand les collectivités, elles nous accueillent, tu fais aussi un peu comme ce qu'elles ont envie de faire. C'est normal. Donc, il y a des choses qu'on maîtrise pas, même en termes d'organisateurs de courses. Et ça, en fait, j'avais pas du tout cette vision-là. Et ça m'a aidé vraiment à connaître le cyclisme encore plus. Ça s'est fait presque du coup logiquement d'être aujourd'hui directrice du Tour de France Femmes avec Zwift. Ça y a beaucoup contribué parce que... honnêtement, maintenant, je connais le cyclisme dans tous les aspects possibles et inimaginables, du côté mal aux jambes, cycliste professionnel, la vie d'un sportif. J'ai cette casquette média où je sais combien les journalistes sont importants et on a besoin d'eux. Besoin de toi, du coup. et métier d'organisation, parce que si tu arrives là, tu as beau avoir un passé de sportif de haut niveau, la casquette média, je pense que tu découvres des choses où tu te dis comment je vais faire, quoi. Qu'est-ce que je fous là ? Je pense que j'aurais été un peu surprise de voir tout le taf qui m'attendait. Mais du coup, non, j'ai bien appréhendé ce nouveau métier et surtout, j'ai accepté assez rapidement parce que quand Christian m'en a parlé, j'ai aussi voulu m'assurer qu'on ne faisait pas un Tour de France Femmes avec Zwift parce que on nous forçait un peu la main à se dire le sport féminin c'est tendance, il faut le faire, mais bon, on fait un petit truc et comme ça elles seront contentes, on est tranquille. Non, je peux vous dire que Christian... Non, quand Christian il est venu me parler, j'ai vu sa motivation, j'ai vu vraiment le directeur de l'épreuve qui aime sa course et qui aime déjà le Tour de France Femmes qui va exister. Et ils mettent les mêmes moyens pour les hommes que pour les femmes. C'est les mêmes personnes qui y travaillent. C'est le même sujet. Il y a pas plus important. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Et j'ai trouvé ça génial parce que là, j'ai vraiment vu que c'était le déclic pour le cyclisme féminin et qu'on allait vraiment voir un vrai Tour de France Femmes. Est-ce que tu mesures aussi le fait à quel point tu es porte-parole quand même aujourd'hui du cyclisme féminin ? Ta voix, elle porte quand même énormément là-dessus. Après, celles qui en parlent le mieux, pour moi, c'est toujours les sportifs en activité parce que c'est elles qui nous font les courses et c'est elles, en fait, les héroïnes. On parle de moi parce que j'ai cette casquette média et France Télé, donc c'est vrai qu'on a tendance à parler de moi, mais celles qui en parleront le plus à chaque fois et le mieux, c'est les cyclistes. Après, ça fait partie de mon métier et j'aime en parler. Je sais ce que c'est, donc ça, déjà, c'est la priorité. Et j'aime en parler bien et en fait, le vélo, ça a tellement été toute ma vie, ça m'a tellement forgé la personne que je suis et tellement apporté que d'en parler, pas d'essayer de convaincre, parce que j'ai pas envie de convaincre des gens, parce qu'il n'y a pas besoin, mais d'en parler bien et d'être là pour le cyclisme, c'est un peu lui retourner l'ascenseur, parce que ça m'a apporté. T'es dans quel état d'esprit là au moment où on tourne ce podcast ? On est fin mai, c'est dans 2 mois. Ça y est, il y a eu plusieurs moments clés quand même pour le Tour de France Femmes. Il y a eu la présentation au Palais des Congrès. Tu présentes
Le parcours et beaucoup de médias. Moi, j'étais stressée, hein, du coup, t'imagines Ça bien. sentait pas du tout sur la Ça scène. se sentait pas. Non. Ah, tu vois, je suis une bonne comédienne. Parce que ça, c'est un métier différent aussi de prendre la parole devant les Ouais. gens. Ça, j'aime moins. Un La auditorium. Ouais, je suis moins à l'aise. Et donc, tu dévoiles le parcours, tu as la réaction des filles. Mais ça reste assez lointain. En plus, t'as plus de course, c'est l'hiver, c'est hors saison. Donc, ça te semble loin. Tu te dis, j'ai encore le temps. Et puis, en fait, au plus ça avance, là, il y a eu les J-100. Et là, tu te dis, putain, moins 100, là, je peux commencer à décompter, en fait, à cocher sur le calendrier les jours qui nous rapprochent du départ. Puis bah là, on y est plus que jamais. J'ai l'impression que c'est demain le départ. Donc il n'y a pas de peur, il y a plus d'excitation, quoi. J'ai envie d'y être et on est prêt. Et les filles sont prêtes. C'était important aussi qu'il y ait cette passerelle avec le Tour de France masculin qui se termine. Ouais, c'est la meilleure date meilleure possible. exposition pour relancer ce Tour de France. Ouais, ça sera toujours la meilleure date, hein, juste d'enchaîner le Tour et le Tour de France Femmes. Honnêtement, pour moi, c'est la meilleure formule. Après, là, c'était important pour nous, pour cette première édition, de partir de Paris, que cette première étape se déroule à Paris, parce que les hommes vont arriver sur les champs, les femmes vont partir, donc symboliquement, on ne pouvait pas faire mieux. Mais ça ne veut pas dire que les prochaines années, on partira de Paris non plus, parce que du coup, sur une course d'une semaine, ça nous bloque vachement sur là où on veut aller. Donc, si on n'a pas envie toujours de reproduire les mêmes formats de course, bah forcément, il va falloir changer un peu ce type de format. Mais non, la date est géniale. Des fois, on me dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait en même temps que les hommes ? Déjà, en termes d'organisation, c'est pas possible parce que le Tour, c'est une machine. Du tour, c'est une machine. Enfin, c'est impossible, c'est impossible. Et puis surtout, les femmes auraient encore été dans l'ombre des garçons, comme une course d'attente. Oui. Mais ça, je veux pas que ce soit une course d'attente. Sur le bord de la route. C'est ça, ouais, voilà, c'est la course d'attente. Mais non, c'est un vrai Tour de France femmes. Donc, on a notre course, on démarre juste après les hommes. C'est la 4e semaine. Tu connais aussi, je pense, le lundi matin, quand les Champs-Élysées... Bah ouais, le blues du lundi matin, tout le monde là, les coureurs, téléspectateurs, les commentateurs, les médias. Et bah là, il sera plus là. On a encore une semaine avec toutes les femmes. On repart dans la fête avec toutes les infrastructures qui seront les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Donc la caravane sera là. Ça sera gratuit, évidemment. Donc voilà, venez nous voir. Ça sera la fête et toujours le même état d'esprit. Quand vous l'avez dessiné, ce tracé, c'était quoi ta volonté première ? Notre priorité, c'était de faire un parcours hyper complet et varié parce que... On le sait, le grand public ne connaît pas le cyclisme féminin et ne connaît pas les championnes. Ouais. Et si tu fais des étapes qui se ressemblent trop, bah forcément, ça va toujours se jouer avec le même type de coureuse et du coup, les gens ne vont pas pouvoir en découvrir plus. Nous, on veut les faire découvrir et en faire découvrir pas mal. Donc, il y aura des étapes pour les sprinteuses, les baroudeuses, les puncheuses et les grimpeuses, évidemment. Donc, on a vraiment essayé de mixer toutes ces étapes. Et en fait, quand on a été dans l'Est, c'était génial parce qu'il y a des étapes même de classiques presque avec les chemins blancs. Ouais, ça va être génial, et ça s'est jamais fait en plus sur le Tour chez les hommes. Une première sur les femmes. L'étape d'Épernay, bon là, elle est connue. En plus, pour les puncheuses, ça va être génial. C'est le type un final mouvementé, c'est génial à suivre. Après, tu as la montagne avec la super planche des belles filles. La veille, c'est dur, 3000 mètres de dénivelé. Le petit ballon d'Alsace, le grand ballon, et puis le col du Plat de Servassel. Non, il y a de quoi faire, honnêtement. Chaque jour, ça va être une belle étape. T'as le temps de rouler, t'as les reconnaître, toi, à vélo ou pas ? Je les ai reconnus du kilomètre 0 jusqu'à l'arrivée, mais en voiture. non, je fais toujours du vélo, mais beaucoup moins qu'avant, et ça me manque, pour être honnête. Ouais. Mais déjà, j'ai plus trop le temps niveau pro. Et puis, quand j'ai du temps, en fait, maintenant, je le passe avec Nino. Alors, oui, je vais toujours rouler. Mais je me prends quand je vais rouler, je roule 2 heures, 2h30. Et voilà, il est encore petit. Et c'est vrai que j'aime bien profiter de lui quand je suis off. Il a déjà la draisienne, Nino ? Il en a 2 même. Il en a 2 et c'est génial. Avant de partir, on l'a mis dessus avec Julien. Et ça y est, ses pieds touchent par terre. Donc là, il est bientôt parti vu qu'il marche depuis ses 9 mois et que là, maintenant, il court déjà. Je pense que dans pas longtemps, il fera le tour de la maison. Ouais. Tu le disais tout à l'heure, mais t'as du mal à te projeter. Mais en tout cas, quand tu repenses à la petite fille que tu étais, est-ce que tu aurais imaginé te retrouver à 30 ans avec tout ça ? C'est un rêve éveillé aujourd'hui, tu te le dis ? Déjà, je l'imaginais pas du tout parce que
Ouais, je me suis jamais posé de questions. En fait, j'ai jamais été non plus hyper ambitieuse à me dire je vais être absolument connue. C'est peut-être ça le secret en fait aussi. Enfin, qui Bah, du fait, coup, ça qui m'a- fait ce parcours singulier. Je pense que du coup, ça m'a permis de prendre les bonnes décisions parce que du coup, j'étais pas attirée par les mauvaises choses. Et que du coup, c'est toujours la passion qui a parlé. Donc, c'est peut-être pour ça que moi, je fais des erreurs, mais que j'en ai pas trop fait. Ouais, je pense que du coup, ça m'a aidée, ouais. Mais bah non, à l'âge de 6 ans, clairement, je sais pas, en plus, je me voyais avec une vie totalement normale. Et je pense qu'en plus, j'aurais été aussi heureuse hein, parce que, ouais, c'était dans ma mentalité. En fait, du moment que tu fais un boulot que t'aimes, pour moi, c'est pas plus valorisant de faire de la télé que d'être un stit, que de faire n'importe quel boulot du monde. Je pense que ouais, ça m'aurait plu d'être un stit. Ma soeur, elle est un stit d'ailleurs. Donc non, ouais, j'avais plein de métiers. En plus, comme je suis assez curieuse, il y a plein de choses qui m'auraient plu. Quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire, mais bon, j'aimais pas trop l'école, donc j'aurais pas su. Mais même policière, des trucs comme ça, un métier qui bouge, ça m'aurait plu aussi, ouais. Ouais, merci beaucoup Marlon d'avoir pris le temps. Merci, c'était très sympa de parler un peu différemment, c'est vrai. Merci. Merci.